Bonjour à tous et merci de suivre Ailleurs dans le monde. Avec moins de 3000 décès et quelques 88 000 cas, l'Afrique est pour l'instant relativement épargnée par la pandémie du coronavirus qui a fait près de 320 000 morts dans le monde. Selon le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, les pays développés auraient des leçons à tirer des mesures prises par certains pays africains pour limiter la progression du coronavirus. Depuis le début de cette crise sanitaire, un grand nombre d'initiatives émergent sur le continent, et pas seulement sur le plan médical ou sanitaire. Comment les États africains s'organisent-ils pour faire face à la crise de la Covid-19 ? Quel sera l'impact de cette pandémie sur le continent ? On en parle avec le Dr William McBlonon, politologue, et Dr Sylvain Nguessan, analyste politique, directeur de l'Institut de stratégie d'Abidjan. Messieurs, bonjour. Bonjour Fatim. Et bienvenue. Merci. Alors en prélude à nos échanges, je vous propose de rejoindre immédiatement Marouane Ben-Yamed, directeur de publication de Jeune Afrique. Bonjour, dans votre prochain numéro, vous proposez un dossier intitulé « Coronavirus, la crise qui a changé l'Afrique ». Pouvez-vous nous en dire plus sur cette enquête ? Depuis maintenant 10 semaines, les dispositifs de confinement adoptés en France, où se trouve notre siège, mais aussi dans de nombreux pays africains, nous ont imposé une décision inédite, la suspension, le temps que ces mesures soient levées, de la publication de l'édition papier de Jeune Afrique. Que nos fidèles lecteurs et abonnés se rassurent, ce numéro spécial en vente 4 semaines, que nous publions à partir de ce 31 mai, consacré essentiellement à la crise engendrée par le Covid-19 et à ses conséquences pour l'Afrique, signe le grand retour de JA en kiosque. Nous avons souhaité, évidemment, consacrer une grande partie de ce numéro spécial aux conséquences du Covid-19, à la manière dont l'Afrique a pu gérer cette nouvelle crise, et une manière qui nous a semblé mériter d'abord d'enquêter, de publier des reportages un peu partout sur le continent, sur la réaction africaine et les différents types de solutions adoptées, et sur un fait très nouveau, la crise sanitaire qui s'est subitement abattue sur nos têtes, faisant voler en éclats nos certitudes, nos habitudes et nos repères, a mis en lumière un fait, source d'espoir, contrairement à ce qu'on nous annonçait, les habituels aruspices des temps modernes, qui n'aiment rien tant que prévoir le pire pour l'Afrique, notre continent, s'est illustré positivement dans bien des domaines. Il a fait preuve d'une résilience incontestable et d'une réactivité que nous ne lui connaissions guère. Il s'en tire mieux que tous ses partenaires internationaux sur le plan sanitaire. Mieux, tout le monde a pu constater qu'une fois n'est pas coutume, l'Afrique a su se mobiliser tout entière pour parler d'une même voix, faire preuve de solidarité, explorer ses propres solutions, ouvrir le débat, y compris sur des sujets jusqu'ici tabous, comme celui par exemple de la dette. Et ce qui a aussi été marquant, c'est l'implication inédite de nos experts et de nos intellectuels, qui n'ont de cesse de remettre en question les dogmes jusqu'ici en vigueur et de pousser nos dirigeants à chercher des réponses sur le continent, sans attendre que le reste du monde nous vienne en aide. Et cette Afrique nouvelle, souveraine, innovante, responsable, a permis de mettre tous les sujets sur la table, de la démocratie au rôle des femmes, à l'apport des nouvelles technologies, débarrasser des fers aux pieds et des carcans qui l'ont trop longtemps contrainte à l'inertie. Cette Afrique d'après qui s'esquisse sous nos yeux nous semble riche de promesses. C'est pourquoi il nous a semblé indispensable de consacrer l'essentiel de nos ressources, de l'apport de nos journalistes et des différents experts que nous avons sollicités pour que cette dynamique se poursuive et s'étende à d'autres champs. Nous avons donc décidé de lui consacrer une large part de ce numéro de reprise. Alors quel était finalement le postulat de départ et en quoi la pandémie du coronavirus a modifié l'Afrique ? Le postulat de départ est assez clair. Tout le monde s'attendait, enfin tout le monde, en tout cas les principaux observateurs internationaux, les médias occidentaux, à ce que l'Afrique ne résiste pas à la crise liée au Covid-19 et l'inquiétude était évidente, en tout cas dans les premiers temps. Et une chose est désormais certaine, près de 3 mois après l'arrivée du virus sur le continent, 4 mois après que l'Organisation mondiale de la santé a déclaré l'urgence sanitaire mondiale, l'Afrique continue à résister bien mieux que la plupart des autres continents à la pandémie. Difficile de déterminer précisément les raisons qui expliquent cette résistance, il y a beaucoup d'hypothèses, mais l'action des populations et de leurs dirigeants a forcément pesé. Surtout, beaucoup de mesures originales ont été imaginées, adaptées au contexte local et semblent avoir porté leurs fruits. On songe à l'adoption très précoce des mesures de précaution à l'heure où certains pays européens ou les États-Unis se refusaient encore à intervenir.
Beaucoup de pays d'Afrique ont également imaginé des mesures d'accompagnement qui semblent avoir limité les dégâts. Aide alimentaire en Afrique du Sud, au Sénégal et en Mauritanie, aide financière au Congo, allègement au paiement de certaines factures par l'État en Mauritanie ou au Gabon, qui a également décrété un moratoire sur les loyers. En Côte d'Ivoire, en Éthiopie et au Nigeria, les autorités ont décidé de désengorger les prisons qui risquaient de se transformer en bombes à retardement viral. Au Kenya, le gouvernement a lancé un programme de nettoyage des bidonvilles afin de lutter contre les risques de propagation et d'assurer un revenu aux populations les plus vulnérables. Difficile donc dans cette liste hétéroclite de faire la part des vraies bonnes idées ou des mesures cosmétiques, des promesses sincères ou de la démagogie. Il n'empêche, ces annonces, cette capacité des dirigeants à se mobiliser dans l'urgence, dit quelque chose de l'état d'esprit avec lequel l'Afrique a décidé de faire face à la crise. Souvent, c'est l'Afrique qui souffre et le monde qui vient à son aide, ou prétend le faire. En cette année 2020, la donne a changé. La réaction du monde économique illustre aussi ce changement d'air. On a beaucoup parlé de Jack Ma, le milliardaire chinois, et de ses dons. Mais on a vu aussi de nombreuses stars africaines, Sadio Mané, Paul Pogba, Magic System, offrir à leur tour de l'argent. Puis les groupes marocains, Bank of Africa, BMCE, OCP ou Africa, ont fait à leur tour des donations. Rise et ses partenaires ont envoyé des millions de masques, de blouses, de gants, de gel et de respirateurs un peu partout sur le continent. Aliko Dangote a fédéré autour de lui un groupe de grands patrons nigérians, tandis qu'en Afrique du Sud, les riches familles Rupert et Oppenheimer promettaient des millions pour soutenir les petites entreprises frappées par la crise. Selon certains spécialistes, cette crise est une opportunité pour le continent africain de prendre son destin en main. Eh ben, de quelle manière? Cette situation inédite a permis quand même de constater des scénarios où les intellectuels, par exemple, ont aussi privilégié les réponses africaines, engageant leurs compatriotes à cesser de tout attendre des aides étrangères, à ne pas sombrer dans le mimétisme, à imaginer des solutions avec les nouvelles technologies, Internet, la livraison de fournitures médicales par drone, écrans et lunettes de protection produits en impression 3D dans les Fab Labs, systèmes de diagnostic à distance, de télésanté. Beaucoup de sujets qui ont été mis sur la table et qui ont permis notamment de résister à cette crise. C'est d'ailleurs l'un des points positifs que beaucoup soulignent. Le coronavirus a fait émerger ou réémerger des débats de société parfois enterrés depuis longtemps. Refixer certaines priorités, le sort des enfants, des malades, des migrants, celui des femmes essentiellement, dont beaucoup ont rappelé que dans un grand nombre de pays, elles constituaient le cœur de l'activité économique. Alors cette prise en main du destin par l'Afrique, de son propre destin, de ses solutions à sa manière, ne doit pas nous faire oublier évidemment de rester prudent. La pandémie n'est pas enrayée et il y a encore un certain nombre de constats qui peuvent être gênants. Par exemple, derrière chaque médicament ou vaccin qui sauve au quotidien un malade africain, il y a des études internationales auxquelles l'Afrique participe moins de 3 fois sur 100. Il est donc urgent que nous nous mobilisions pour une meilleure appropriation de notre destin scientifique. Comment réagissent les grandes puissances ou organisations internationales aux différentes initiatives africaines? Les grandes puissances ou les organisations internationales ont une réaction assez classique aux initiatives africaines. On l'a vu vis-à-vis du Covid Organics, promu par le président malgache Rajoelina, vis-à-vis du fait, par exemple, que beaucoup de pays africains ont tout de suite utilisé la chloroquine et les préconisations du docteur Raoult, là où, en Occident, en France particulièrement, on était beaucoup plus dubitatif. Alors évidemment, il y a cette réaction habituelle où on imagine toujours le pire pour l'Afrique. Avec une certaine condescendance, on se dit que la pandémie, quand elle a commencé, allait frapper beaucoup plus durement le continent. Et en fait, c'est l'inverse qui s'est passé, ce qui surprend, notamment en Europe, mais aussi aux États-Unis, par exemple. On reste interrogatif sur les mesures qu'ont adoptées une grande partie des gouvernements africains. Mais je pense que maintenant, depuis quelques semaines, personne ne peut nier le fait que l'Afrique a très bien résisté, a très bien réagi, très rapidement, et que ce qui gêne peut-être une partie de cette opinion internationale,
c'est que l'Afrique a décidé, en tout cas une grande partie de ses dirigeants, de ne plus attendre du reste du monde ces solutions et de les explorer elles-mêmes. Alors évidemment avec ses qualités et ses défauts, ses lacunes, la recherche scientifique, l'état des systèmes de santé dans la plupart des pays, qui n'est pas suffisant, mais tout de même, c'est, je pense, une certaine... en tout cas, c'est assez surprenant vu de l'extérieur, parce qu'encore une fois, une grande partie de l'opinion internationale ne s'attendait pas à cela. Mais pour nous, évidemment, Africains, c'est une très bonne nouvelle, et cette prise en main mérite d'une part d'être saluée et surtout d'être encouragée et poursuivie sur beaucoup d'autres champs, le volet économique, le volet du développement, de la bonne gouvernance. Et nous espérons justement que de cette crise sortiront des solutions et surtout des décisions pérennes qui s'inscrivent dans le temps pour que, encore une fois, cette dynamique positive puisse se perpétuer et se développer. Alors, de retour sur le plateau, messieurs, première question, au-delà des raisons scientifiques, hein, est-ce que le faible taux de contamination du coronavirus sur le continent peut s'expliquer aussi par la réactivité finalement des États africains? William Ablonon. Peut-être parce que on aurait pu, ou du moins au regard des prévisions de l'OMS, on aurait pu s'attendre à beaucoup plus de cas. Et finalement, on n'en a pas encore eu autant. Donc, on peut penser que c'est lié à des mesures qui ont été rapidement prises, notamment la fermeture des frontières extérieures, et ce qui est vraiment très important dans les dispositions qui ont été prises, et puis toutes les mesures barrières qui ont été mises en œuvre. Donc, je pense que oui, il y a eu une réactivité de la part des États. Est-ce que ceci explique tout? Je ne sais pas, je ne pense pas. Il faudra peut-être prendre un peu plus de recul pour expliquer ce qui se passe. Docteur Guinsan, vous pensez que les chefs d'État africains ont pesé dans cette contamination, on va dire, beaucoup moins importante que dans les pays occidentaux? Bon, on ne va pas dire que nos chefs d'État n'ont pas réagi. Ils ont réagi. Du premier cas dans l'espace CEDEAO, je crois que c'était le 25 février au Nigeria. Au deuxième cas, je crois que c'était le 9 mars. Et puis le 11 mars en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'au départ, la gestion était un peu plus complexe. Mais par la suite, on a vu avec les dons reçus de la Chine, de l'Union européenne, les fonds qui ont été alloués par nos États. Notre président de la République parlait dans son discours du 7 mai d'un fonds de 190 milliards qui ont déjà été alloués. C'est énorme pour un pays comme la Côte d'Ivoire. Donc, je pense que des mesures ont été prises. Mais encore, il faut être prudent. Il y a une étude sud-africaine qui a dit que la période de pic de l'Afrique pourrait intervenir en septembre 2020. D'accord. Donc il faudra y aller avec beaucoup de prudence. D'accord. Donc, vous n'êtes pas aussi optimiste que on va dire, le patron des Nations Unies. Alors, contrairement à d'autres continents, l'Afrique n'a pas imposé un confinement strict à ses populations. Est-ce que les États africains ont fait preuve de proportionnalité, puisqu'on les accuse souvent, Marouane Benyamed le disait, de mimétisme avec l'Occident? Est-ce que là, pour le coup, ils n'ont pas fait preuve d'inventivité? Inventivité, je ne sais pas si on pouvait inventer grand chose. Je pense que les mesures étaient proportionnelles quand même au cas et surtout à la dimension de la crise. On n'était pas dans les mêmes situations que l'Italie ou la France ou les États-Unis, comme la Chine. Donc, je pense que ça aurait été un peu exagéré d'adopter un confinement strict comme c'était le cas dans ces États-là. Je pense que les mesures étaient proportionnelles à l'évolution du phénomène sur le terrain. Est-ce qu'il y a eu une imagination africaine? Est-ce qu'il y a eu des mesures strictement africaines? Je ne sais pas trop. Mais ce qui est sûr, il y a eu quand même une adaptation, ça il faut l'admettre, de la riposte ou du moins de la réaction à la dimension de la crise réelle. On ne pouvait pas vivre dans une crise fantasmée. Donc il fallait tenir compte de ce qui est et prendre des mesures proportionnelles. Je crois que c'est ce qui a été fait. Oui, bon, de Dakar à Abuja, pour parler de l'espace CEDEAO, dans nos grandes capitales, vous avez environ 85% de la population qui vit de l'informel. Quand vous avez de telles données, c'est difficile pour les personnes qui n'ont pas d'épargne de procéder au confinement général. Mais je reviens encore au discours du président de la République, je crois du 23 mars, qui disait qu'on va procéder progressivement en fonction des données qu'on aura sur le terrain, quitte à y aller par quartier, par ville.
Et c'est dans ce contexte-là que le Grand Abidjan a été confiné d'une manière ou d'une autre. Mais à partir du moment où les chiffres qu'on a eus depuis cette époque, depuis le 11 mars jusqu'à aujourd'hui, n'étaient pas alarmants, ils n'ont pas posé le pas qui a suivi. Sinon, je crois que le Nigeria s'y a essayé, le Ghana s'y a essayé pendant 2 semaines avant de procéder au déconfinement progressif. Mais ce qui est un peu étonnant, messieurs, c'est que avant cette crise, les pays africains ont toujours affiché des taux de croissance à en faire pâlir l'Union européenne. Et nos pays, même s'ils n'étaient pas dits riches, en tout cas, étaient censés être en bonne santé. Et dès l'apparition de la crise, tous les pays africains, dont par exemple le président béninois Talon, nous a expliqué que finalement, nos pays, nos États sont pauvres. Et donc, ils ne peuvent pas prendre des mêmes dispositions qu'en Europe. Et à contrario, on a vu l'Europe, qui est un continent développé, riche, eh bien, s'alarmer, s'endetter plus que jamais, demander de l'argent à des fonds. Comment expliquer? C'est un inversement des paradigmes. Comment vous l'expliquez? De part et d'autre, il y a eu des endettements, de part et d'autre. Déficit budgétaire, dette publique, chômage, ça concerne pratiquement tous nos États. Certains parlent déjà de tournure keynésienne de l'économie. L'État doit intervenir. Et c'est à juste titre que l'Union africaine a mis en place la task force pour susciter le moratoire. Je crois qu'on aura le temps d'en parler. Et déjà, le G20 a réagi en faveur de 40 États africains. Le FMI a allégé la dette de 19 États africains pour dire que l'endettement concerne déjà tous nos États. Peut-être qu'il y a un peu plus de communication au niveau de l'Union européenne par rapport à nos États. Peut-être qu'il y a eu plus, non, c'est même pas peut-être, il y a eu plus de prélèvements en Europe. Nous sommes encore dû autour de 500 à 700. Dans certains pays, c'est 200, 300. Alors que des pays comme l'Allemagne ont fait des prélèvements assez massifs. Oui, mais donc, on ne pourra pas dire que ce sont endettés, que non, ce n'est pas endetté. Non, mais l'Union européenne sort d'une grande phase d'austérité. Les gouvernants expliquaient aux populations que c'est la saignée. L'Union européenne n'ayant pas d'argent, on demandait aux gens de faire beaucoup de sacrifices. Et là, ils sortent des sommes astronomiques alors que nous autres, on pensait être des pays en voie de développement avec de beaux taux de croissance et on se découvre qu'en fait, finalement, on est des États pauvres. Je ne sais pas si on a attendu cette crise pour savoir qu'on était pauvre. Les taux de croissance n'ont jamais donné l'illusion, aux observateurs sérieux, qu'on était devenus des États riches. Et ceci dit, aucun pays n'était préparé à cette crise. Je crois que c'est une crise qui, quelle que soit la situation socio-économique du pays, a surpris tous les États. Et même si vous êtes riche, personne n'était préparé à mettre suffisamment d'argent de côté pour qu'une économie tienne pendant 2 ou 3 mois, ou même 6, sans une réelle activité. L'économie tient parce que il y a des activités et les États ne fonctionnent pas comme des magasiniers d'argent. On ne stocke pas de l'argent. Il y a de la production de la richesse au quotidien. Donc, je pense que les États n'étaient pas préparés et la crise a surpris tout le monde. Et maintenant, vu les dispositions qui ont été prises, notamment dans les pays européens, ceci montre encore l'avantage de la souveraineté monétaire. Quand vous avez la souveraineté sur votre monnaie, quand vous êtes en crise, vous en fabriquez, c'est vrai, on ne fabrique pas de l'argent comme ça, vous tenez compte d'un certain nombre de paramètres, mais je pense que moins que les États africains qui vont s'endetter, on va demander à la Banque centrale de sortir la table habillée, donc ce n'est pas du tout les mêmes logiques. Ceci dit, effectivement, les pays européens aussi vont s'endetter, comme ils s'endettent. D'ailleurs, ils sont beaucoup plus endettés que nos États. Ça, on ne le dit pas souvent, mais ils sont très endettés aussi. Donc, mais la seule différence, c'est qu'ils ont les moyens de leur dette. Donc, je pense que c'est une crise qui a conduit tous les pays à s'endetter. Certains se sont endettés beaucoup moins que certains États, ou beaucoup plus, que certains États africains, mais les conséquences ne seront pas les mêmes, c'est tout. Alors, on a pu assister à différentes visioconférences, on a vu toutes ces vidéos de nos chefs d'État africains se parlant à distance, et on sait que l'Afrique abrite plusieurs organisations sous-régionales. Quel a été le rôle des institutions de la sous-région dans cette gestion de crise? À part l'Union africaine, vous en parliez, qui a lancé la task force, on a aussi le CDC de l'Union africaine. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les autres, la CEDEAO? Ils sont où? Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, c'est des institutions supranationales. Donc, c'est des institutions dont la machine est suffisamment lourde pour prendre des décisions dans ces institutions, parce que, quoi qu'on dise, elles dépendent en grande partie du financement des États. Donc, pour prendre des décisions dans ces institutions, c'est beaucoup plus complexe.
évidemment, on peut regretter qu'on ait raté une occasion d'apprendre à faire beaucoup de choses ensemble. Parce que je me dis, la plupart des États africains sont en crise. Peut-être aujourd'hui, on est dans la crise du Covid-19, mais c'est des États qui sont en crise permanente. Et à mon avis, on aurait dû peut-être avoir suffisamment de dispositifs pour régler un certain nombre de problèmes, de sorte que cette crise aurait été une situation pour tester ces dispositifs-là. Mais on se rend compte qu'en réalité, on n'a rien. On n'a rien, chacun a fermé ses frontières, comme si l'espace communautaire n'a jamais existé. Chacun a essayé d'adopter des solutions égoïstes avec avec des résultats aléatoires. Donc, vraiment, ça montre encore que nos institutions sous-régionales ne sont pas encore, peut-être pas à la hauteur de tous les défis, mais n'oublions pas aussi, souvent, c'est des institutions purement politiques. Bon, il ne faut pas être tout à fait pessimiste. La Covid-19 n'est pas encore derrière nous. Voilà. On pourrait avoir affaire à la Covid-19 pour encore 1 an. Donc déjà, le 13 avril, il y a eu une réunion des chefs d'État de la CEDEAO dont vous parliez. Le président Bouhari a été mandaté par ses pairs pour coordonner les actions en vue de venir à bout de cette pandémie. Donc 13 avril, 13 mai, on en est à 1 mois. Comme vous le disiez tantôt, c'est lourd de mettre ce genre de machine en place. Mais comme la pandémie est encore là, peut-être qu'il faut leur laisser le temps de voir ce qui pourrait advenir dans les mois à venir. Voilà. Donc, dans un premier temps, comme vous l'avez, tout le monde a été surpris. Donc, la première des choses à faire, c'était de copier les mesures par la Chine, les États-Unis, la France, etc. Ferme les frontières, il n'y a plus de mouvement libre, il n'y a plus de mobilité de personnes, etc., etc. Puis bon, après maintenant, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. À partir du moment où il y a eu une réunion où vous avez mandaté le président Bouhari, sans être euphorique, je crois qu'il faut lui accorder le temps qu'il faut, dans la mesure où la pandémie de la Covid-19 est encore là. Oui, bon, on peut peut-être se demander à quoi servent alors nos institutions si c'est quand il y a problème qu'on mandate un chef d'État pour mettre en place... Vous leur reprochez d'avoir des solutions ad hoc, quoi. Oui, toujours ce n'est pas... Même l'Union européenne. Mais ce n'est pas les chefs d'État. Tout le monde a été surpris. Oui, au-delà de l'effet de surprise, parce que nous avons quand même eu 3 mois. Le virus est apparu en Chine, on a observé, on a vu la progression en Afrique, en Europe. Et je pense qu'au sein de ces institutions, il aurait quand même dû avoir des mécanismes d'alerte précoce qui nous auraient renseigné sur un certain nombre de paramètres, suffisamment d'indicateurs pour dire, bon, la crise va évoluer de cette façon, les États auraient pu se comporter de telle manière. Parce que si les institutions sont là et qu'il faut attendre chaque fois, quand il y a crise, on va mandater un chef d'État de mettre en place une commission pour réfléchir, parfois on va commencer à se douter de leur opportunité, alors qu'on sait tous que c'est des institutions utiles. Donc, c'est ça le problème. Le problème n'est pas politique. Le problème, ce n'est pas les chefs d'État, mais c'est les cadres qui travaillent au sein de ces institutions-là. Comment est-ce qu'on fait pour anticiper certaines situations et ne pas attendre qu'on ait recours à la conférence des chefs d'État pour aller dire, bon, maintenant, on mandate quelqu'un. Surtout qu'il y a eu Ebola. On imagine que les institutions de l'Afrique de l'Ouest sont peut-être plus en avance puisqu'elles ont vécu, malheureusement, le virus d'Ebola. Donc, on pourrait s'attendre peut-être à plus d'anticipation, c'est ça, selon vous ? Absolument. Bon, moi déjà en février, j'étais en mission en Afrique du Sud. J'ai traversé combien d'aéroports, je ne sais plus. Mais quand même, il y avait déjà, on était en février, on n'avait pas encore eu le premier cas en Afrique. Il y avait déjà un minimum de contrôle dans les aéroports. Vous dites que bon, ils ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient faire. Mais les États pauvres, ce n'est pas évident. Oui. Voilà, ce n'était pas évident. Sinon, sorti de la Côte d'Ivoire, au Ghana, en Afrique du Sud, partout, il y avait des contrôles. On n'avait pas encore eu le premier cas ici. L'Afrique a fait 2 propositions, bon, nous ne sommes pas médecins, mais juste avoir votre avis, a fait 2 propositions locales d'ordre médical. Et pour lutter contre la Covid-19, il y a la pivirine et le fameux Covid organique de Madagascar, l'Artemisia, qui suscite de la controverse. Qu'est-ce que cette séquence vous inspire ? Est-ce qu'on manque de crédibilité ou est-ce que certains le prennent pour un dédain des organisations internationales ou de l'Europe, ou vous y voyez juste une exigence peut-être scientifique qui nous manque ? D'abord, la pivirine du Bénin n'a pas eu le soutien de la CEDEAO. Malheureusement, comme vous le disiez,
personne n'a soutenu, à part le Burkina qui a essayé de soutenir la pivéride, personne d'autre ne s'est prononcé, en tout cas officiellement. Donc un tel projet qui n'est pas porté par la communauté économique régionale n'a pas assez grand avenir, d'autant plus que nos laboratoires pharmaceutiques, pour ce qui est du secteur de la santé, ça laisse vraiment à désirer. Donc en termes de scientificité, il faut quand même respecter un certain nombre de normes. On ne va pas toujours rester dans la logique victimaire, c'est parce que nous sommes africains, c'est parce que nous sommes africains, c'est parce que nous sommes africains. Même si cela a son poids. Moi j'imagine que si... on dit quoi, la Covid organique, ou le Covid organique, je ne sais plus, venait de l'Afrique du Sud, du Nigeria ou de l'Égypte, il n'y aurait pas eu ce rejet systématique dès l'abord. Alors, vous pensez la place et la puissance ou l'importance du pays Madagascar pèserait en termes géopolitiques sur la planète. Voilà. Venant de l'Afrique du Sud, il y a des propos qu'on ne peut pas tenir à l'Afrique du Sud, qu'on peut tenir plus facilement quand même à Madagascar. D'accord. Maintenant, est-ce que le président malgache a eu le soutien souterrain, a eu un coup de pouce de la diplomatie sud-africaine pour qu'il persiste jusqu'à ce niveau? Ça reste à voir. Mais bon, il a persisté. Je pense que le discours de l'OMS est en train de changer. Mais encore une fois, il faut sortir de la logique victimaire. Tout remède qui doit être utilisé par un grand nombre de personnes a besoin de respecter des normes scientifiques. Et c'est le rôle de l'OMS de coordonner ces activités. Donc l'OMS est dans son rôle, même si on y voit un peu de dédain. Alors, oui, enfin, je pense qu'il y a plusieurs paramètres, comme il a dit, mais on ne peut rien exclure. On ne peut rien exclure parce que ce n'est pas normal. Enfin, je pense que les raisons de santé ne relèvent pas de la diplomatie. Là, parce qu'on parle de santé publique, un produit ne devrait pas être un objet diplomatique. C'est-à-dire, on ne va pas essayer de vendre un produit parce que c'est un État africain qui l'a produit, mais est-ce que ça apporte vraiment la solution? Et c'est là tout le problème. Je pense que dans un contexte où on est en train de chercher et qu'on n'a pas eu de solution, on aurait dû prendre plus au sérieux cette solution, et sans la rejeter de façon systématique. La rejeter de façon systématique, c'est de se dire, une fois encore, rien de bon ne peut sortir d'un tel endroit. Et c'est ça le problème, c'est l'hypothèse même de départ, c'est le postulat même de la réceptivité de ce produit qui pose problème. Moi, je n'en connais pas l'efficacité et on ne va pas l'utiliser si les médecins nous disent que ce n'est pas bon. Mais en attendant, qu'on prenne le produit au sérieux et qu'on ait fait les analyses nécessaires et qu'on ne le rejette pas de façon systématique. Et surtout qu'on ne propose rien en place. Et j'imagine que si ce produit avait été proposé, comme on l'a dit, par les États-Unis, la Chine ou d'autres pays, je crois qu'on l'aurait tous adopté. Et d'ailleurs, ce n'est pas le premier produit qu'on a adopté dans l'histoire de l'humanité. On s'est rendu compte qu'au fond, ça n'a rien donné. On a acheté tellement de médicaments dont on a démontré plus tard le manque de résultats. Donc. Dernière question. La pandémie accélère visiblement les tendances géopolitiques déjà à l'œuvre. On a l'impression, l'affirmation des ambitions chinoises, le repli sur soi des Américains, ou encore les défaillances de la gouvernance mondiale, si on en doutait. En quoi le monde géopolitique d'après différera-t-il du monde d'avant, et quelle y sera la place de l'Afrique? Toujours la même? Bon, il faut un peu plus que ça pour basculer les États-Unis. On parle d'après-monde. Moi, je ne pense pas qu'à court terme, les États-Unis puissent perdre leur poste de puissance unipolaire, la première puissance hégémonique. Non, il faut plus que ça. Ce n'est pas une crise de 3 mois qui va faire basculer les États-Unis. N'empêche que le monde de 90 à 2007, ce n'est plus le monde pareil. Les États-Unis avaient tout le monde devant eux, ils décidaient ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, il y a des espaces, par exemple, où le leadership américain est remis en cause. La mer de Chine méridionale, la mer Caspienne, l'océan Atlantique, le détroit d'Osmos, il y a plein d'espaces comme ça où les États-Unis sont obligés de négocier et de tenir compte de la vie des États riverains. De là, parler d'un nouveau monde qui va advenir. C'est sûr, la Chine a affirmé son attractivité sur la planète, sur la scène, notamment après le discours du 15 avril du président des États-Unis, où il menaçait de suspendre l'aide américaine au budget de l'OMS, avec l'ouverture de la Chine de plus en plus, mais il ne faut plus que ça pour bousculer les États-Unis. Oui, je pense que plus que jamais, on s'est rendu compte de la validité du concept de l'interdépendance. On est dans un monde vraiment interdépendant et s'il y a un petit problème à l'autre bout du monde, on se rend compte, preuve à l'appui, que ça peut avoir des répercussions sur toute la planète. Alors, est-ce que ceci va laisser le monde en l'état
je ne pense pas, je ne crois pas non plus au grand bouleversement. Je ne pense pas que beaucoup de choses vont changer parce que sur la scène internationale, l'intérêt restera toujours la valeur suprême. Donc, les États continueront à défendre leurs intérêts, mais en tenant beaucoup plus compte désormais de cette interdépendance qui va peut-être créer une éthique dans la gestion de certaines affaires, dans la mesure où on sait que si on laisse certaines situations pourries, ça pourrait toucher à la planète entière. Alors, ainsi prend fin cette émission. Messieurs, merci pour votre participation. On se quitte sur cette citation. « Les moments de crise produisent un redoublement de vie chez les hommes » de François-René de Chateaubriand. Merci de nous avoir suivis sur RTI 1 et Radio Côte d'Ivoire. Bonne suite des programmes. Respectez les mesures barrières.